Si nous étions restés là, ne serait-ce que quelques instants de plus, il n'y aurait eu aucune échappatoire. Quand j'étais encore un nourrisson, j'ai survécu à un accident de voiture qui aurait dû me coûter la vie. Une collision brutale, une voiture projetée violemment hors de la route, un chaos dont je n'ai aucun souvenir mais qui a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de ma famille. L'impact a été si violent que j'ai été éjecté de la voiture, projeté à plus de 30 mètres dans l'obscurité de la nuit. Pourtant, quand les secours m'ont retrouvé, j'étais toujours sanglé dans mon siège auto, intact. Pas une égratignure, pas un bleu, comme si j'avais été déposé là en douceur, préservé de tout ce qui venait de se produire. Mon père n'a pas eu cette chance. Lui a subi le choc de plein fouet. Sa nuque s'est brisée sous l'impact, et il a passé des mois enfermé dans un halo cervical, un carcan de métal vissé à son crâne pour stabiliser sa colonne vertébrale. Un miracle qu'il ait survécu, mais un miracle bien plus douloureux. Quant à l'autre conducteur, il roulait sans phare, fonçant à l'aveugle sur la route, totalement ivre. Un projectile humain lancé au hasard, prêt à détruire tout ce qui se trouvait sur son passage. Je n'ai aucun souvenir de cette nuit, aucun instant gravé dans ma mémoire. Mais parfois, en repensant à ce que mes proches m'ont raconté, à cette impossibilité mathématique d'être sorti indemne d'un tel crash, je me demande ce qui s'est réellement passé dans ces secondes que je ne peux pas me remémorer. J'ai loué une grande maison avec 2 amis pendant un certain temps, un vieux bâtiment au charme un peu décati. L'endroit avait son lot de bizarreries, mais rien qui ne nous semblait franchement inquiétant. Des bruits de pas à l'étage alors que nous étions tous en bas, des objets du sous-sol qui réapparaissaient un peu partout dans la maison sans qu'aucun de nous ne se souvienne les avoir déplacés. On mettait ça sur le compte de la taille de la maison et de nos amis qui allaient et venaient librement. Rien d'anormal, du moins c'est ce qu'on se disait. Mais une nuit, vers 2 heures du matin, un bruit assourdissant nous a tous réveillés en sursaut. Un fracas net, viol, comme si quelque chose de lourd venait d'éclater en 1000 morceaux. Les portes de nos chambres se sont ouvertes presque simultanément, chacun émergeant, encore à moitié endormi, mais l'adrénaline bien présente. Le 3e coloc, celui dont la chambre était tout au bout du couloir, était déjà debout, livide. Il nous a dit que le miroir accroché au mur de sa chambre venait de se briser. Sur le moment, ni moi ni notre autre coloc ne comprenions pourquoi il semblait aussi secoué. Un miroir tombé ? Un clou mal enfoncé dans un mur ancien ? Ça ne semblait pas mériter tant d'émoi. Mais quand il nous a expliqué, tout a pris un autre tournant. Le cadre était toujours en place sur le mur. Seule la glace avait explosé, projetant des éclats partout dans la pièce. Pas de traces de choc, pas de raison apparente. Juste un verre qui s'était pulvérisé de l'intérieur, comme s'il avait implosé tout seul. À ce moment-là, la maison a cessé d'être juste une vieille bâtisse un peu bruyante. Ce n'était plus seulement des pas au-dessus de nos têtes ou des objets déplacés sans explication. Il y avait quelque chose, là, avec nous. Et ce soir-là, on a tous compris qu'il était impossible de continuer à faire semblant de ne pas le voir. Il y a environ 3 ans, j'ai aidé une amie à emménager dans sa nouvelle maison. Une bâtisse historique, laissée vide pendant des années, datant, selon elle, des années 1850. L'entreprise de déménagement avait pris du retard, sans grande surprise, et le camion n'arriverait que le lendemain. Plutôt que de rentrer chez moi, j'ai décidé de passer la nuit sur un matelas gonflable, seul dans cette maison immense et silencieuse, pendant qu'elle sortait boire un verre avec des amis. Je me suis endormi tôt, vers 8 heures du soir, épuisé par la journée de déménagement. Quelques heures plus tard, un mouvement sur le matelas m'a réveillé. Pas un frisson d'air, ni une simple impression, mais une sensation bien réelle, comme si quelque chose s'était assis à mes côtés. Le matelas, légèrement plus ferme sous un poids invisible. Dans mon demi-sommeil, j'ai donné un coup de pied en pensant que mon amie venait de rentrer et s'était assise sur le bord du lit. Mais rien. La pression a disparu, le matelas a retrouvé sa souplesse. Trop fatigué pour réfléchir, j'ai fermé les yeux.
10 minutes plus tard, c'est revenu. Cette fois, bien éveillé, j'ai pris le temps d'analyser ce que je ressentais. Ce n'était pas juste un affaissement soudain. Ça bougeait, tournait, changeait de place. Exactement comme mon chien avait l'habitude de le faire avant de s'allonger pour dormir, un cercle, puis un autre, une pause, un léger coup de patte, encore un cercle, une hésitation, et enfin, l'immobilité. Je pouvais sentir distinctement les pas se déplacer sur le matelas. Mais il n'y avait aucun animal dans la maison. L'idée de saisir mon téléphone ou d'allumer une lampe m'a traversé l'esprit, mais il n'y avait rien d'inquiétant dans ce que je ressentais. Juste une présence, douce et familière. Alors je suis resté là, immobile, et j'ai fini par me rendormir. Je n'en ai pas parlé à mon amie. Elle n'aime pas les histoires de ce genre, et je ne voulais pas gâcher l'enthousiasme qu'elle avait pour sa nouvelle maison. 1 an plus tard, elle a adopté un chien, Suzuki, et je suis retourné lui rendre visite pour la première fois depuis son emménagement. Cette fois, j'avais droit à un vrai lit. À un moment, en cherchant une chaussure disparue sous le lit, j'ai glissé la main sous le cadre et senti quelque chose me lécher les doigts. J'ai souri, pensant que Suzuki s'était faufilé sous le lit. Mais en soulevant le tissu qui cachait l'espace sous le sommier, j'ai découvert une douzaine de jouets pour chiens et aucun Suzuki en vue. Trouvant ça curieux, j'ai mentionné l'anecdote à mon ami. Son expression a changé instantanément. D'un ton plus bas, elle m'a avoué ne pas comprendre comment ces jouets arrivaient là. Depuis des mois, elle devait garder la porte de cette chambre fermée parce que Suzuki semblait obsédé par cette pièce. Chaque fois qu'il s'y glissait, il aboyait, courait en rond, griffait les lames de bois anciennes avec une excitation incontrôlable, comme s'il jouait avec quelque chose d'invisible. J'ai immédiatement pensé à la nuit que j'avais passée sur le matelas gonflable. Pour moi, il ne faisait aucun doute qu'un chien fantôme, peut-être un ancien compagnon d'un des anciens occupants, hantait cette maison. Rien d'effrayant, au contraire. Une présence amicale, un animal qui n'avait jamais vraiment quitté son foyer. J'ai tenté de la convaincre de laisser la porte ouverte, d'au moins donner une chance à ce fantôme de ne pas se sentir abandonné. Mais elle a refusé. Depuis, plus personne ne dort dans cette chambre. L'idée me rend triste. Parce que quelque part, derrière cette porte close, un vieux compagnon à 4 pattes attend toujours, espérant qu'un jour, quelqu'un viendra encore jouer avec lui. Cette nuit-là, je fais un rêve étrangement précis. Je me trouve dans une grande salle de réception bondée, entourée de nombreuses personnes. L'ambiance est animée, un brouhaha de conversation emplit l'espace. Je suis assis à une table parmi d'autres, et en face de moi, de l'autre côté de la pièce, il y a encore plus de monde. Je commence à balayer la salle du regard, observant distraitement les visages. Et puis, soudain, mes yeux croisent ceux d'une vieille amie que je n'ai pas vue depuis 2 ans. Je vois son expression changer instantanément, elle me reconnaît. Il n'y a pas d'hésitation, pas de doute, juste cette certitude mutuelle que nous sommes bien là, dans le même espace, partageant un moment hors du temps. Je me réveille brusquement, encore imprégné de la clarté du rêve. Ce n'est pas comme ces souvenirs de sommeil qui s'effacent dès qu'on ouvre les yeux. Celui-ci est net, précis. La salle, la disposition, les couleurs, tout reste gravé dans mon esprit. Une sensation étrange m'accompagne toute la matinée. Quand j'arrive au travail, l'étrangeté du rêve me trotte encore dans la tête. Sans trop réfléchir, j'ouvre Facebook et me connecte. C'est à ce moment-là que mon cœur rate un battement. Un message m'attend dans ma boîte de réception. Il vient d'elle. « Hey, comment vas-tu? Et ta femme? J'ai fait un rêve vraiment bizarre cette nuit, et tu étais dedans. » J'ai figé sur mon écran, la réalité basculant un peu autour de moi. Immédiatement, je l'ai appelée. Il fallait que je sache. Sa voix était aussi troublée que la mienne alors qu'elle me racontait son rêve. Elle me décrit exactement la même scène que moi, la salle bondée, la disposition des tables, l'ambiance, et même la couleur dominante de la pièce. Elle se souvenait clairement avoir croisé mon regard et m'avoir reconnu. Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'elle m'a parlé dans ce rêve.
Nous avons eu une conversation, un échange dont je n'avais absolument aucun souvenir. Dans mon rêve, tout s'arrêtait au moment où nous nous reconnaissions. Dans le sien, la scène continuait. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi troublant. Un rêve partagé, une connexion qui a transcendé l'espace et le temps. Était-ce un pur hasard? Une coïncidence inexplicable? Ou bien quelque chose de plus profond, qui dépasse ce que l'on comprend du monde? Je n'aurai jamais de réponse, mais une chose est sûre, cette nuit-là, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes vraiment croisés. Lors de ma première mission en Irak, nous étions stationnés non loin de Bagdad. La zone avait connu une forte activité quelques mois plus tôt, ce qui avait conduit à l'instauration de règles strictes. À partir de 22 h, les checkpoints fermaient sur la plupart des routes, interdisant tout passage. À minuit, un couvre-feu total entrait en vigueur. Cette nuit-là, nous n'étions pas affectés à un poste de contrôle, mais en patrouille, ce qui, à ce moment-là, nous semblait presque être une chance. Vers 22 h 30, nous nous étions arrêtés sur le bas-côté pour monter une surveillance temporaire quand un minivan s'est approché lentement. Pas n'importe quel van, un véritable Astrovan, le genre de véhicule qu'on voit plus souvent sur un parking de supermarché américain que sur une route irakienne. Le pays regorge de véhicules utilitaires, de fourgonnettes en tout genre, mais ce modèle l'a détonné complètement. Curieux, mais pas forcément suspect. Peut-être un civil s'étant retrouvé du mauvais côté du checkpoint et tentant sa chance pour passer. Le conducteur a baissé sa vitre, et c'est là que les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Avec un accent américain impeccable, il m'a demandé « Et, les routes sont fermées devant ?» Je m'étais préparé à entendre un anglais hésitant, une supplication maladroite pour qu'on le laisse passer. Mais là, rien de tout ça. Pas d'accent étranger, pas de tournure maladroite. Juste une phrase fluide, naturelle. Pris au dépourvu, j'ai balbutié quelque chose d'aussi clair et convaincant qu'un « ouais » à peine articulé. Sa réaction n'a fait qu'ajouter au surréalisme de la scène. D'un ton détendu, presque enjoué, il a lâché « Ah, mince. Bon, pas grave. Passez une bonne nuit, à plus tard mon pote. » Il a redémarré tranquillement, comme si de rien n'était. Je suis resté là, à essayer de comprendre ce que je venais de vivre. Tout était bizarre dans cette rencontre, le véhicule, l'attitude, l'aisance avec laquelle il s'était exprimé. Mais c'est en regardant l'arrière du van que l'incompréhension a atteint son apogée. La plaque d'immatriculation était floridienne. Un minivan de banlieue américaine, un conducteur qui parlait comme n'importe quel type croisé dans un fast-food aux États-Unis, et une plaque venue tout droit de Floride, perdue en pleine nuit sur une route d'Irak sous couvre-feu strict. Ce n'était pas une hallucination, pas une erreur. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas la moindre explication. Quand j'avais 14 ans, mon père et moi étions seuls à la maison. Ma mère et mes frères étaient partis rendre visite à mes grands-parents. Un matin, je me suis réveillé et j'ai commencé à me préparer pour aller chez un ami. Mon père m'a dit qu'il ne se sentait pas très bien et qu'il allait s'allonger un moment. Rien d'inquiétant, il avait souvent des maux de tête ou des petites maladies passagères. J'ai haussé les épaules et je suis parti. Sur le chemin, une sensation étrange m'a envahi, une angoisse sourde et diffuse que je n'arrivais pas à définir. Un malaise profond, sans raison apparente. J'ai sorti mon téléphone et appelé ma mère, comme pour me rassurer, en lui disant que tout allait bien, que papa était juste un peu patraque. Elle n'a pas semblé préoccupée, et moi non plus, pas vraiment. Après tout, ce n'était rien d'inhabituel. En arrivant chez mon ami, à peine 5 minutes s'étaient écoulées que cette impression de malaise s'est transformée en une peur viscérale, oppressante. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, ma respiration est devenue saccadée, comme si quelque chose de terrible était en train de se produire. Une certitude inexplicable s'est imposée à moi, une conviction absolue que je devais rentrer immédiatement. Alors j'ai fait demi-tour. Mais étrangement, je n'ai pas couru. Chaque pas me rapprochait d'une vérité que je ne voulais pas affronter. Sans même y penser, je n'ai pas essayé d'appeler mon père sur le trajet.
comme si je repoussais l'instant où j'allais devoir faire face à ce que je savais déjà. En arrivant à l'angle de la rue, j'ai vu la haie qui séparait notre maison du trottoir et je me suis figé. L'image de ce qui m'attendait derrière s'imposait dans mon esprit avec une clarté effrayante. Tout mon être refusait d'aller plus loin. J'ai respiré profondément, laissé passer quelques secondes qui ont semblé interminables, puis j'ai avancé, le cœur battant. Une ambulance était garée dans l'allée. Et là, tout s'est calmé. L'angoisse, la peur, cette sensation d'inéluctabilité qui m'avait hanté depuis tout à l'heure, tout a disparu d'un coup. Un étrange détachement a pris sa place. J'ai contourné le véhicule sans même chercher à voir ce qu'il contenait et je suis entré dans la maison. Le salon était sens dessus-dessous. La chaise de bureau de mon père renversée, des papiers et des objets éparpillés sur le sol. J'ai traversé les pièces une à une, silencieusement, trouvant chacune d'elles vide. Puis, sans un mot, je suis retourné dehors. J'ai frappé à la porte de l'ambulance et l'attente a été insupportable. Une part de moi espérait qu'elle ne s'ouvrirait jamais, que tant que je restais derrière, rien ne serait réel. Mais elle s'est ouverte. Mon père était là. Assis sur la civière, un large sourire sur le visage, entouré des ambulanciers. Je suis resté planté là, abasourdi, incapable d'assimiler ce que je voyais. Tout ce que mon esprit avait construit pendant mon trajet de retour s'effondrait en un instant. Les mots ont franchi mes lèvres sans même que je m'en rende compte, c'est mon père. Puis je suis monté dans l'ambulance, pris entre soulagement, colère et incompréhension. En réalité, après mon départ, il s'était installé devant son ordinateur quand une douleur intense l'avait frappé. Persuadé d'être en train de faire une crise cardiaque, il avait appelé les secours avant de perdre connaissance. Il ne se souvenait plus de rien jusqu'au moment où les ambulanciers l'avaient soulevé du sol. Ce qu'il ressentait n'était pas une simple crise, mais quelque chose de bien plus grave. Son aorte était en train de se déchirer progressivement. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, opéré sans attendre. On lui a implanté une valve artificielle et, 10 ans plus tard, il est toujours là, en pleine forme. Ce jour-là, quelque chose d'inexplicable m'a poussé à rentrer. L'un des événements les plus troublants de ma vie s'est produit alors que j'étais en classe de première année. Ce jour-là, la maîtresse avait quitté la salle pendant que nous regardions Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Avant de partir, elle avait désigné son élève préféré pour surveiller la classe, une responsabilité qui consistait essentiellement à maintenir le silence et à noter sur le tableau les noms des élèves qui se comportaient mal. Environ 5 minutes après son départ, la fille en question s'est levée et a inscrit mon nom au tableau, accompagné d'un signe de vérification. J'étais stupéfait. Je n'avais pas bougé de ma place, je n'avais rien fait. Pourtant, elle me marquait comme fautif. Ne sachant pas quoi dire, je suis resté assis, persuadé que tout cela allait se régler dès le retour de la maîtresse. Quand celle-ci est revenue, elle a immédiatement demandé pourquoi mon nom figurait sur le tableau. Et c'est là que tout a basculé. La fille lui a affirmé, sans hésitation, que je m'étais levé de mon bureau pour frapper une autre élève assise de l'autre côté de la pièce. J'ai protesté, bien sûr. Je savais pertinemment que je n'avais jamais quitté mon siège. Mais à ma grande stupeur, toute la classe, chaque élève sans exception, y compris mon meilleur ami, s'est contenté de confirmer ce qu'elle disait, d'un ton totalement neutre, comme s'il n'y avait aucun doute possible. J'étais assis là, sidéré, cherchant un repère dans cette salle remplie de regards convaincus. Il n'y avait aucun blanc dans ma mémoire, aucun moment où j'aurais pu avoir un comportement incontrôlé. Je savais ce que j'avais fait pendant ces 5 minutes, rien. Et pourtant, tout le monde semblait persuadé du contraire. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Mes parents ont été appelés. Je leur ai répété encore et encore que je n'avais rien fait, que c'était une erreur, un malentendu. Mais même mon meilleur ami, celui qui aurait dû me défendre, insistait que j'avais bel et bien frappé cette fille. J'ai fini par me taire, incapable de comprendre ce qui s'était réellement passé. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vécu quelque chose d'aussi inexplicable. Une distorsion complète de la réalité, comme si, l'espace d'un instant,
tout le monde avait vu une version des faits qui n'existait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande encore ce qu'ils ont réellement vu ce jour-là. Il y a des années, mon pote et un de ses amis s'étaient aventurés au fin fond de la Cambrousse pour tirer des feux d'artifice en l'honneur du 4 juillet. Pour allumer la baguette d'amadou dont ils se servaient pour enflammer les mèches, nous nous sommes dirigés vers les voitures. Pendant que l'ami de mon pote était assis à l'intérieur en train de s'en occuper, j'ai levé les yeux vers le ciel. Ce qui m'a frappé en premier, c'était l'immensité du firmament, saturé d'étoiles comme je n'en avais jamais vu auparavant. Mais quelque chose clochait. Sans savoir pourquoi, j'ai ressenti une gêne diffuse, une impression que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai plissé les yeux, détourné le regard, fixé à nouveau le ciel, tenté tout ce qui me venait à l'esprit pour vérifier si mes yeux ne me jouaient pas un tour. C'est là que j'ai compris. Il y avait un point de lumière, absolument identique aux étoiles environnantes, à un détail près, il décrivait un mouvement précis, répétitif, un 8 parfait dans le ciel. Interloqué, j'ai tourné la tête vers mon pote pour lui en parler, mais avant même que j'aie eu le temps de formuler une phrase, j'ai vu son visage levé vers le même endroit du ciel, les yeux plissés. Une drôle de sensation m'a traversé. « Tu vois ce que je vois ?» ai-je fini par lâcher. Sans que je lui ai donné le moindre indice sur ce que j'observais, il a répondu du tac au tac. « Une étoile qui fait des 8 ?» J'ai passé des années à tenter d'expliquer ce phénomène de manière rationnelle. Mais aucune explication ne colle vraiment, et j'ai du mal à me faire à l'idée qu'un 8 parfait, perdu dans l'immensité de l'espace, soit simplement l'équivalent extraterrestre d'un ado qui fait des dérapages sur un parking désert. J'avais 13 ans et je campais avec ma famille à la frontière entre l'Alaska et le Canada. C'était en juin, un peu avant la tombée de la nuit, ce qui en Alaska signifie une heure bien plus tardive que partout ailleurs. L'atmosphère était calme, mais tout au long de la soirée, nous avions entendu des bruits venant de la forêt, des sons qui ressemblaient à ceux de jeunes ours, des grognements, des petits cris plaintifs, ce genre de choses. Ce n'était pas complètement inhabituel dans cette région, mais cela suffisait à nous mettre sur nos gardes. Pendant que ma mère, mes sœurs et moi installions la tente, un mouvement brusque a rompu le silence. À environ 150 mètres de nous, un groupe d'oiseaux s'est envolé en panique, s'échappant tous en même temps du couvert des arbres. Notre instinct nous a fait tourner la tête en direction du bruit. C'est là que nous l'avons vu. Quelque chose a traversé une petite clairière d'un pas lourd et déterminé. La zone n'avait qu'un seul arbre, un tronc élancé avec des branches qui commençaient assez haut. Cette silhouette avançait sur deux jambes, avec une démarche fluide, des bras qui se balançaient naturellement. À première vue, ça ressemblait à un humain. Rien d'effrayant. Son sommet effleurait la première branche de l'arbre. Notre premier réflexe a été d'en conclure qu'il s'agissait de mon frère, Blake. Il mesurait environ un m88 et il était logique de penser qu'il était simplement parti se soulager dans les bois. Tout s'est déroulé comme dans une scène de film. Je me suis tourné vers les autres et j'ai lâché, d'un ton tranquille, « Ça doit être Blake ». 2 secondes plus tard, Blake est apparu derrière nous. Il nous a regardés, intrigués par nos expressions figées. « Pourquoi vous avez l'air aussi flippé ?» Le silence s'est installé. Aucun de nous n'a su quoi répondre immédiatement. Notre cerveau cherchait une explication alternative, parce que l'idée que ce quelque chose n'était pas Blake commençait à prendre trop de place. On a essayé de rationaliser. Peut-être un campeur, quelqu'un qui se baladait seul ? Mais une inquiétude plus sourde s'installait déjà. Mon frère, sceptique de nature, a décidé d'aller voir de plus près. Il s'est avancé vers la clairière pendant que nous l'observions, de plus en plus conscient d'une chose évidente, la silhouette que nous avions vue était immense. Elle dépassait de presque 2 têtes la taille de Blake, et elle était bien plus massive. Quand il est revenu, il était livide. Il a cherché ses mots, puis nous a simplement dit qu'il avait entendu quelque chose courir dans la forêt. Quelque chose de lourd, qui se déplaçait à une vitesse anormale. Il n'a jamais essayé d'expliquer ce qu'il avait entendu. Et moi, je n'ai jamais oublié ce que j'avais vu.
Quand j'étais enfant, mon asthme était si grave que j'ai failli en mourir plusieurs fois. Les crises étaient violentes, fréquentes. Presque chaque semaine, je me retrouvais à l'hôpital, luttant pour respirer, mon corps épuisé par ces attaques incessantes. C'est lors d'une de ces nuits où tout aurait pu basculer que j'ai vu quelque chose. Je ne prétendrai jamais que c'était une certitude absolue, j'étais encore groggy après la crise, l'oxygène peinait à revenir pleinement. Mais ce n'était pas un rêve. Je me souviens de tout avec une clarté inhabituelle. Mon père conduisait. Rien que cela était un indicateur que la situation avait été critique. Mes parents étaient divorcés et se détestaient. S'il était là, c'est que la nuit avait été vraiment mauvaise. Assis à l'arrière, je regardais distraitement par la vitre côté conducteur, le paysage nocturne défilant dans la pénombre. Et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette courait à côté de la voiture. Pas un animal ordinaire. Pas un simple chien errant. C'était une créature à la fois familière et totalement étrangère. Elle avait la taille d'un coyote, avec des pattes arrière semblables aux siennes, mais ses membres avant ressemblaient à des bras humains, prolongés par des pattes griffues. Son corps était recouvert d'un pelage argenté et grisâtre, et sa peau, là où elle était visible, était sombre et rugueuse, presque semblable à de l'écorce. J'ai redressé la tête pour mieux voir, mon cœur battant plus fort, mais pas de peur, juste de curiosité. Comme si la créature avait perçu mon regard, elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient entièrement blancs, dépourvus de pupilles. Vides et pourtant présents, perçants. Elle courait à notre vitesse, sans effort apparent, comme si le mouvement ne lui demandait aucun effort. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la sensation qu'elle dégageait. Je n'ai jamais eu peur. Pas une seule seconde. Au contraire, un calme étrange m'a envahi. Une certitude profonde, instinctive, elle ne voulait pas me faire de mal. Elle veillait sur moi. Alors que nous approchions de notre route, la créature a ralenti et s'est arrêtée. Je me suis retourné, regardant par la lunette arrière. Elle était là, immobile sur le bord de la route. Puis, sans bruit, elle a simplement disparu. Les jours suivants, je n'ai pas osé en parler. Mais un détail troublant a marqué la suite des événements, mon asthme, celui qui m'avait fait frôler la mort tant de fois, a commencé à s'atténuer. Moins de crises, moins d'hôpitaux, moins de peur. Finalement, j'ai raconté ce que j'avais vu à mon père. Lui, qui est à moitié d'origine amérindienne, a simplement hoché la tête, sans paraître surpris. Il a réfléchi un instant, puis a murmuré que ce que j'avais vu pouvait être un esprit. Un gardien, un protecteur. Je ne saurais jamais avec certitude ce que j'ai vu cette nuit-là. Mais une part de moi sait que, d'une manière ou d'une autre, cette chose était là pour moi. Et je ne l'ai jamais oublié. J'avais 20 ans, marié à une fille que je considérais comme une imbécile. On vivait dans une petite maison à la campagne, et notre relation était une véritable catastrophe, on se trompait mutuellement sans même faire semblant de cacher nos écarts. L'amour, s'il avait existé un jour, n'était plus qu'une idée lointaine. Un jour, elle m'a confié qu'elle avait vu, à plusieurs reprises, une minuscule silhouette, un homme, d'environ 15 cm de haut, courir à toute vitesse à travers la pièce avant de disparaître sous le canapé. J'ai levé les yeux au ciel en pensant que c'était bien la preuve de son imbécilité. Je l'ai écoutée sans la contredire, mais dans ma tête, j'ai simplement noté une nouvelle raison de la mépriser. Les années ont passé, et sans surprise, nous avons divorcé. Quand je suis parti, j'ai emporté tous les meubles. J'avais un camion, elle non, et à ce moment-là, j'étais assez rancunier pour m'en ficher complètement. C'est là que l'histoire devient étrange. Quelques semaines après mon déménagement, j'ai organisé une soirée bien arrosée chez moi. Le lendemain, un des gars, complètement bourré, m'a raconté un truc étrange. Il m'a dit qu'il avait tellement bu la veille qu'il avait commencé à voir des choses. Il m'a décrit un petit homme, pas plus grand qu'une main, qui sortait et rentrait sous mon canapé. Le même canapé que j'avais pris en déménageant. Il ne connaissait même pas mon ex, il n'avait jamais entendu son histoire.
À ce moment-là, une drôle de sensation m'a envahi. Ce n'était plus seulement une idée stupide lancée par une fille que je méprisais. C'était quelque chose de bien réel. Une nuit, mon ex-petite amie m'a réveillé en panique. Elle me secouait, affolée, répétant que mon bras bougeait tout seul. Complètement embrouillé par le sommeil, j'ai mis quelques secondes à comprendre ce qu'elle disait. Puis j'ai vu mon propre bras osciller d'un côté à l'autre sans que je ne le contrôle. Pris d'un réflexe instinctif, j'ai essayé de l'attraper avec mon autre main pour l'immobiliser. C'est à cet instant que la chaise à côté de mon lit a traversé la pièce. Pas juste un petit glissement ou un basculement maladroit. Elle a été projetée. Un mouvement sec, viol, comme si une force invisible l'avait arrachée du sol. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de mon ex. Il n'existe peut-être pas de mots précis pour décrire ce mélange de terreur absolue et d'incompréhension totale. Elle n'a même pas crié. Juste un silence figé, son regard passant de la chaise renversée à moi, puis de nouveau à la chaise. Sans un mot, on est descendu à la cuisine. On a préparé à manger en silence, comme si notre cerveau essayait de reprendre pied dans la banalité du quotidien. Finalement, elle m'a raconté ce qui s'était passé avant qu'elle ne me réveille. Apparemment, je parlais dans mon sommeil, marmonnant des phrases incompréhensibles, puis mon bras s'était mis à s'agiter tout seul, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. On n'a presque plus dormi chez moi après ça. Et honnêtement, je n'ai jamais cherché à comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. C'était en 2006, à l'époque où je travaillais dans une boutique de bretzel dans le centre commercial local. Une enseigne dont le nom rime avec Cantican. C'était une de ces après-midi d'été interminables où le temps semble s'étirer indéfiniment, surtout sans fenêtre pour marquer la progression du jour. En général, il n'y avait qu'un seul employé pour tenir le comptoir durant ces heures creuses, et ce jour-là, c'était moi. Les caméras de surveillance rendaient impossible toute tentative de distraction avec un téléphone ou un peu de paresse assumée. Alors je me contentais d'attendre. À un moment indéterminé, une famille s'est arrêtée à quelques mètres du comptoir. Une mère, une fille et un jeune garçon. Ils se tenaient là, immobiles, à me regarder, moi et les bretzels. Rien d'anormal en soi. Mais leur apparence m'a instantanément mis mal à l'aise. Leurs vêtements semblaient tout droit sortis des années 1950. La mère portait une robe vintage avec une coupe et un tissu typique de l'époque. La fille, un look similaire, et le petit garçon était habillé comme un enfant d'un autre temps. Chemise boutonnée, petits pantalons impeccables, cheveux coiffés avec soin. J'ai trouvé ça étrange, mais je me suis vite raisonné. Juste au-dessus de notre boutique, il y avait un studio de photographie spécialisé dans les portraits old-timers. Il devait juste être là pour une séance photo nostalgique. Mais quand le garçon s'est avancé jusqu'au comptoir pour demander un bretzel, quelque chose a changé. Je lui ai donné le prix, 2,66 $. Il a tendu un billet d'1 $. J'ai levé les yeux vers sa mère, lui indiquant qu'il manquait 1,66 $. Elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Pas l'agacement habituel des clients devant un prix trop élevé, pas une réaction exaspérée. Non, elle semblait complètement désorientée. Comme si je venais de lui annoncer une somme exorbitante, ou que l'idée même d'un bretzel coûtant 2,66 $ était inconcevable pour elle. Le petit garçon n'a pas dit un mot. Il a juste continué à me tendre son billet. Je l'ai pris, et c'est là que mon estomac s'est noué. C'était un Silver Certificate, série 1957. Un billet imprimé il y a près de 50 ans. Mais ce n'était pas ça le plus troublant. Ce billet n'avait pas l'usure d'un papier-monnaie ayant circulé pendant des décennies. Il n'était pas tout neuf, mais il n'avait pas l'air plus vieux que n'importe quel billet en circulation à cette époque. Comme s'il venait d'être sorti d'un portefeuille après quelques mois d'usage normal. J'ai levé les yeux à nouveau, il n'y avait plus personne autour. Même pour un après-midi d'été calme, l'endroit était étrangement vide.
La boutique de musique voisine, d'habitude bruyante, était totalement silencieuse. Le flux habituel de passants semblait s'être figé, comme si un instant de vide avait enveloppé l'endroit. J'ai tendu le billet au garçon en silence. Il l'a repris, s'est retourné, et la famille est partie sans un mot. Puis, une dizaine de secondes après leur disparition, la vie a repris. Comme si quelqu'un avait appuyé sur lecture après une pause invisible. Les passants ont réapparu, la boutique d'Axe en grave côté a retrouvé son ambiance normale, le bruit du centre commercial est revenu, sans transition. Je suis resté là, figé derrière mon comptoir. J'aurais pu poser des questions. J'aurais pu chercher des explications. Mais à cet instant précis, une seule chose me traversait l'esprit, je ne veux pas savoir. Il y a quelques années, un ami à moi et moi étions chez un autre pote. Son salon était au 2e étage, et le plafond était fait d'un matériau fragile, un genre de panneau de particules blanc et friable. L'un de ces panneaux avait une longue éraflure qui se terminait par un trou béant, juste au-dessus de l'endroit où Gibault avait installé sa télévision. On était là, affalés, regardant un film de série B sur des insectes géants à la télé, quand un de mes potes lève les yeux et lâche « Yo, c'est une araignée dans ce trou ?» Gibault et moi avons rigolé. Il essayait clairement de nous faire flipper, et vu qu'on était légèrement perchés et absorbés par ce film ridicule, ça tombait à plat. Mais il a insisté, et cette fois, son ton était différent. Alors, toujours amusé mais intrigué, on a levé la tête à notre tour. Le trou était assez grand pour y passer 2 points, à l'intérieur, quelque chose pendait légèrement, peut-être un bout de tissu déchiré ou un amas de poussière. On fixait l'obscurité du trou, essayant d'y discerner quoi que ce soit, et c'est là que ça a bougé. D'abord, c'était subtil. Puis, quelque chose en est sorti, une silhouette fine et articulée, un mouvement rapide qui a révélé ce qui ressemblait à des doigts. Crochus, tordus, osseux. Pas une araignée. Rien qui puisse être confondu avec un insecte. Ses doigts se sont repliés et ont disparu dans le trou en une fraction de seconde. On a bondi de l'autre côté du salon, tous les trois, le cœur battant à tout rompre, cherchant désespérément une explication. On s'est regardé, incapable de formuler un mot, les yeux fixés sur ce trou noir dans le plafond. Mon pote a fini par souffler, « Qu'est-ce qu'on fait ?» La réponse évidente aurait été « On sort d'ici ». Mais au lieu de ça, on s'est approché. Lentement. Pied par pied. Moi, j'ai préféré prendre position derrière le canapé, juste assez pour jeter un œil sans être directement exposé. Et c'est à ce moment-là que ça a réapparu. Quelque chose a émergé du trou. Pas une main, pas des doigts cette fois. Un appendice, rond et trapu, à la texture étrange, brun gris avec des taches plus claires. Il tournait sur lui-même comme un périscope, scrutant la pièce avec une précision effrayante. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mon cerveau essayait désespérément de rationaliser ce que mes yeux voyaient, mais rien ne collait. Ce n'était pas un animal connu, ce n'était pas humain. L'espace d'un instant, j'ai vraiment envisagé que ce soit autre chose. Quelque chose qui n'appartenait pas à notre monde. Puis, la panique a pris le dessus. On a attrapé un morceau de carton, trouvé une dose de courage collective, et dans un élan précipité, on a plaqué le carton sur le trou, scotchant frénétiquement les bords pour le sceller. Et c'est ainsi qu'est née Laurence, la créature du plafond. Pendant des années, ce carton est resté là, marqué d'avertissement en lettres capitales. Si quelqu'un faisait mine de le retirer, tous ceux qui avaient été témoins de cette nuit-là prenaient la fuite en courant hors de la pièce, dévalant les escaliers sans demander leur reste. On n'a jamais su ce que c'était et on n'a jamais cherché à le savoir. J'avais finalement décidé d'éteindre mon ordinateur et d'aller me coucher. Il devait être aux alentours de 2 heures du matin, si ma mémoire est bonne. À cette époque, ma famille et moi vivions dans une maison à 2 étages d'une taille raisonnable. L'escalier menant à l'étage était des plus classiques, quelques marches, un palier à mi-chemin, puis le reste des marches jusqu'en haut,
où il ne fallait que quelques pas pour atteindre la porte de ma chambre. Alors, quelqu'un peut-il m'expliquer comment j'ai pu me perdre dans cet escalier? Certes, il faisait noir, mais même sans lumière, il n'y avait aucune raison de s'y tromper. Après l'avoir emprunté 1 millier de fois, mes pieds connaissaient le chemin par cœur. Une main sur la rampe et c'était réglé, inutile d'y voir quoi que ce soit. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. En atteignant le palier, j'ai continué à monter, encore et encore, sans jamais arriver en haut. 10 minutes à marcher sans fin, alors qu'en temps normal, il ne faut que quelques secondes pour grimper cet escalier. 3 si on saute les marches. L'étrangeté de la situation m'a frappé d'un coup. J'ai stoppé net et une sensation de malaise s'est insinuée en moi. Peu importe combien de fois j'avais monté ces marches dans l'obscurité, je n'étais jamais resté bloqué comme ça. Ma main toujours sur la rampe, j'avais la certitude d'avancer, mais l'étage ne se rapprochait pas. Mon corps tout entier s'est crispé sous un frisson glacé. Si mon frère n'avait pas allumé la lumière du couloir, je ne sais pas si j'aurais pu sortir de cet étrange état. Il s'est frotté les yeux, encore ensommeillé, et m'a demandé si tout allait bien. La seule chose que j'ai été capable de répondre, c'est que je n'en avais absolument aucune idée. Le lendemain, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a écouté en silence avant de me dire qu'il était sorti de sa chambre parce qu'il avait entendu des pas sur l'escalier pendant plusieurs minutes. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est produit cette nuit-là. Je n'étais pas à moitié endormi, je ne divaguais pas. J'étais parfaitement lucide, et pas une seule fois je n'ai eu l'impression d'avoir fait demi-tour pour redescendre. Encore aujourd'hui, l'idée me donne des frissons. L'année dernière, je faisais une randonnée autour d'un lac local. Cet endroit est bien connu pour sa population de coyotes, et comme la chasse y est totalement légale sur les terres publiques, j'avais remporté mon fusil avec l'intention d'en traquer quelques-uns. Après 1 heure sans succès, j'ai abandonné l'idée et décidé de me concentrer sur la photographie de la nature à la place. Je suis retourné à ma voiture, j'ai rangé mon fusil et je suis reparti avec mon appareil photo, seulement équipé de mon couteau Ka-Bar, vestige de surplus militaire des marines, attaché à ma ceinture. À un moment, j'ai réussi à capturer quelques clichés impressionnants d'un faucon à queue rousse. Alors que je vérifiais mes prises de vue, j'ai entendu un bruissement dans les buissons derrière moi. Je me suis retourné, et là, 2 coyotes maigres et hirsutes ont bondi hors des fourrés. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai pris 1 ou 2 photos, puis j'ai laissé tomber l'appareil. Instinctivement, j'ai levé les yeux vers eux, maintenant un contact visuel direct, et j'ai dégainé mon Ka-Bar en prise inversée, prêt à me défendre. Il n'y avait aucune illusion à avoir, si ces coyotes décidaient d'attaquer, je n'avais presque aucune chance de m'en sortir. Pourtant, au lieu de céder à la panique, j'ai commencé à murmurer une phrase, peut-être un défi, peut-être un simple adieu. Si je dois partir, vous venez avec moi. Puis, un bruit inattendu a fendu l'air. Un caillou, projeté depuis le ruisseau derrière moi, a frappé l'un des coyotes en plein museau. Surpris, ils ont aussitôt détalé, disparaissant dans les bois. Ce n'est qu'alors que j'ai osé me retourner. L'eau du ruisseau était en mouvement, mais pas de manière naturelle. Juste au centre, un cercle parfait se formait à la surface, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se tenait là, invisible. L'air était chargé d'électricité, une présence que je ne pouvais ni voir ni entendre, mais que je ressentais avec une clarté absolue. Je ne savais pas quoi dire. Alors, instinctivement, j'ai juste soufflé, bien joué. Merci. Et j'ai accompagné mes mots d'un léger hochement de tête. Et puis plus rien. Le monde a basculé, je suis revenu à moi, allongé sur le sol, à côté de ma voiture, il faisait nuit. Ma tête bourdonnait, et pendant un instant, je me suis demandé si j'avais rêvé toute cette scène. Mais en regardant autour de moi, j'ai vu mon appareil photo posé là, intact. Je l'ai ramassé, fébrile, et j'ai immédiatement vérifié les photos que j'avais prises cet après-midi-là. Elles avaient disparu. Pas une seule image de cette journée n'existait sur ma carte mémoire. Ce qui s'était passé au bord de ce ruisseau, ce qui m'avait ramené ici, dans l'obscurité,
je ne le saurais jamais. Mais une chose était sûre, quelque chose m'avait sauvé ce jour-là. Et ce quelque chose m'avait vu. Je travaillais à près de 1200 mètres sous terre dans une mine d'or à Grootvlei, en Afrique du Sud. Ce jour-là, mon équipe venait tout juste de terminer l'installation de boulons de soutènement de 3 mètres de long dans le plafond de la galerie. Un travail crucial pour éviter les effondrements. Nous avions ensuite commencé à forer pour préparer la prochaine charge explosive. En observant le travail des foreurs, j'ai rapidement remarqué qu'ils ne suivaient pas correctement le schéma de perçage. Je leur ai dit qu'avec une telle disposition, il y aurait forcément des bootlegs, des fragments de roches mal détachés après l'explosion. Ils ont haussé les épaules et ignoré mon avertissement. Puis, on a fait sauter la charge. Quand nous sommes revenus après l'explosion, j'ai immédiatement vu que j'avais raison, la roche n'avait pas cédé comme elle aurait dû. Gênés, les gars ont lancé le slusher, une sorte de treuil à câble servant à dégager les débris. J'étais encore en train d'inspecter la paroi quand ils ont mis la machine en marche. Soudain, les câbles du slusher ont commencé à fouetter violemment autour de moi, menaçant de me cingler de plein fouet. Par réflexe, j'ai bondi sur le côté, hurlant pour qu'ils coupent tout. Et c'est à cet instant, une fraction de seconde après mon saut, que toute la paroi s'est effondrée là où je me trouvais quelques instants plus tôt. Des centaines de tonnes de roches se sont écroulées dans un grondement assourdissant. La poussière a instantanément rempli l'air, rendant la scène presque irréelle. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à ma propre chance. Je me suis jeté dans le chaos, cherchant à voir si quelqu'un avait été pris dans l'éboulement. Dans l'obscurité et la confusion, je m'attendais au pire. Par miracle, personne n'avait été touché. Je me souviens être remonté à la surface, le corps tremblant, encore engourdi par le choc. Dans la cage d'ascenseur, je me suis plié en deux et j'ai vomi. J'aurais dû mourir ce jour-là. Quelques semaines plus tard, je quittais l'Afrique du Sud pour retourner aux États-Unis. J'ai troqué les tunnels poussiéreux et la peur constante contre un bureau confortable dans le marketing. Un choix que je n'ai jamais regretté. Des événements étranges se produisent parfois dans notre maison, des choses difficiles à expliquer. Ma femme est convaincue qu'il y a un fantôme. Moi, j'ai toujours trouvé une explication rationnelle à ce genre de situation sauf pour l'histoire de la boîte à pizza. Ce soir-là, nous avions commandé une pizza. Rien de bien particulier, une soirée ordinaire. Une fois le repas terminé, nous avons jeté la boîte dans la poubelle, bien placée à l'intérieur, calée sur le côté. Puis nous sommes allés nous coucher, la maison plongée dans le calme. Au milieu de la nuit, un flash de lumière m'a réveillé. Un éclair, mais sans tonnerre. Un éclat bref, intense, qui a illuminé la maison entière. J'ai attendu quelques secondes, à l'écoute. Rien. Pas de pluie, pas de bruit inhabituel. J'ai fermé les yeux, tenté de retrouver le sommeil. Puis un son s'est manifesté. Un bruit sourd, répétitif. Difficile à identifier, peut-être des pas, peut-être un coup contre le sol ou un meuble. Assez distinct pour que je décide de me lever. En arrivant dans la cuisine, je me suis figé. La boîte à pizza était posée en plein milieu du sol. À au moins 3 mètres de la poubelle où nous l'avions laissée. J'ai regardé autour de moi, cherché une explication logique. Pas de courant d'air, pas d'animal, pas de trace d'un mouvement qui aurait pu la faire basculer et atterrir si loin. Juste cette boîte, déplacée sans raison apparente. Je suis resté là, immobile, pendant plusieurs minutes, à essayer de donner un sens à ce que je voyais. Et pour la première fois, je n'ai rien trouvé à dire. J'ai toujours essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination, un coup de panique dans un moment de crise. Mais à chaque fois que j'y repense, je ne peux m'empêcher de ressentir ce même frisson d'incompréhension. Mon neveu avait environ 4 ans à l'époque. On était à une réunion de famille chez mon oncle, un grand pique-nique d'été,
les adultes profitant du soleil pendant que les enfants jouaient. Dans leur jardin, il y avait une cabane perchée dans un arbre, un truc génial, avec un toboggan qui descendait jusqu'à un petit ruisseau. Enfin, ce qui aurait été un ruisseau en temps normal. À cause de la chaleur estivale, l'eau s'était complètement évaporée, ne laissant qu'un lit de pierres sèches et compactes, certaines de la taille de petits rochers de près d'1 mètre de diamètre. Solide. Implacable. Les enfants s'amusaient, prenant tour à tour le toboggan, riant sans souci. Personne ne faisait vraiment attention aux détails, tout semblait parfaitement normal. Jusqu'à ce que ce ne le soit plus. On ne sait pas exactement comment ça s'est produit. Une seconde, il était là-haut avec les autres. La seconde d'après, il était en chute libre. Il est tombé du point le plus haut du toboggan, directement dans le lit du ruisseau asséché. Tête la première. Le son a été la première chose que tout le monde a remarqué. Un bruit net, viol, impossible à ignorer. Comme un coup de feu, une détonation. Puis, plus rien, tout le monde s'est figé. J'ai couru vers le ruisseau, et l'image que j'ai vue en arrivant est celle qui me hante encore aujourd'hui. Mon neveu, allongé sur une roche plate. Son corps immobile. Du sang, beaucoup de sang, coulant autour de sa tête, sa boîte crânienne enfoncée. C'est une image d'une clarté absolue dans mon esprit, un souvenir aussi net que tout ce que j'ai de cette époque. Je sais ce que j'ai vu. Puis du bruit. Pas du son, mais une sensation, comme une interférence, une décharge statique, un grésillement mental. Tout devient flou. Ma mémoire s'arrête là. L'instant d'après, mon neveu est allongé sur un banc, éveillé, pleurant à plein poumon. Aucune trace de sang. Pas de fracture ouverte. Juste des égratignures, des bleus et une commotion cérébrale. Les ambulanciers sont arrivés et l'ont emmené à l'hôpital. Il s'en est sorti sans la moindre séquelle grave. Mais moi, je suis resté figé avec une question qui me poursuit encore. Que ai-je vu ce jour-là? Ce n'était pas une hallucination, pas une simple frayeur. C'était réel pour moi, pendant un instant. Comme si une version du monde, celle où mon neveu ne survivait pas, avait existé brièvement avant d'être effacée. Je n'ai jamais été religieux. Je ne le suis toujours pas. Mais ce jour-là, j'ai cessé d'être athée. Parce que j'ai vu quelque chose d'inexplicable. Et peu importe combien de fois j'essaie d'oublier, cette image, ce bruit de statique, et ce saut dans la réalité restent gravés en moi. J'ai eu une copine, autrefois, qui, lors d'une discussion sur les phénomènes étranges, a fini par avouer à contre-ségur qu'elle pensait que sa précédente maison était hantée. Elle semblait gênée en parlant, comme si elle avait peur d'être ridicule. Rien de très spectaculaire à première vue, juste les classiques, des portes bien fermées qui s'ouvraient toutes seules, des bruits de pas dans la maison alors qu'elle était seule. Des choses troublantes, mais qui pouvaient toujours s'expliquer par un courant d'air ou une vieille charpente qui travaille. Jusqu'à une nuit où tout a changé. Elle s'était réveillée pour aller chercher un verre d'eau. Alors qu'elle passait dans le couloir, elle a levé les yeux vers le haut de l'escalier et s'est figée. Là, debout, immobile, un homme d'une quarantaine d'années, bien habillé, regardait en bas. Ce n'était pas une silhouette floue ou une ombre indistincte. Elle voyait clairement les détails de son costume, la texture de ses vêtements. Elle a cligné des yeux, plusieurs fois, s'attendant à ce que l'image disparaisse comme un jeu d'ombre dans l'obscurité. Mais il était toujours là. Puis, sans un bruit, il s'est retourné et a disparu dans le couloir. Elle a saisi une batte et s'est précipitée en haut des escaliers, mais il n'y avait plus rien. Pas un bruit, pas une trace. Un récit troublant, bien sûr. Mais facile à écouter avec un sourire poli, en rangeant ça dans la catégorie des histoires bizarres que l'on met sur le compte de la fatigue ou du cerveau qui joue des tours. Après tout, l'univers est rempli de mystères et tout est possible, n'est-ce pas? Puis, environ 1 an plus tard, nous étions à une soirée et avons commencé à discuter avec un type au hasard. Il vivait dans le même quartier qu'elle avant de déménager. Plus la conversation avançait, plus les coïncidences s'accumulaient.
même rue, même maison. Et puis, après un instant d'hésitation, avec un regard un peu gêné, il a lâché. « Je veux pas avoir l'air bizarre ou quoi, mais, vous avez vu le fantôme en haut des escaliers ?» Nous ne l'avions jamais rencontré auparavant. Nous n'avions aucun ami en commun. Elle ne l'avait raconté à personne d'autre que moi. Je n'ai jamais été aussi glacé de ma vie. Le 30 septembre 2001, mon mari, notre fille et moi rentrions d'un week-end de pêche. Nous étions épuisés après une nuit à pêcher, et sur le trajet du retour, l'ambiance dans la voiture était calme. Notre fille, âgée de 5 ans, dormait à l'arrière, attachée par sa ceinture. J'avais incliné mon siège et somnolais, bercé par le ronronnement du moteur. Puis, un coup de frein brutal m'a tiré de mon demi-sommeil. J'ai relevé la tête juste à temps pour voir la scène se dérouler au ralenti. Mon mari venait de manquer un stop et s'engageait sur une grande route, droit dans une intersection dangereuse. À gauche, un semi-remorque. À droite, un pick-up. Je n'ai eu le temps que de regarder mon mari, puis notre fille, avant de comprendre que nous allions mourir. J'ai retenu mon souffle, tout mon corps se préparant à l'inévitable. Mais au dernier instant, il a écrasé l'accélérateur. Et, d'une manière inexplicable, nous avons traversé. Nous avons franchi l'autre côté de la route sains et saufs. C'était impossible. Nous aurions dû être percutés de plein fouet. Mais nous étions là, la voiture immobile, le silence s'étendant autour de nous. Nous avons repris notre souffle, abasourdis. Puis la tension a explosé. J'ai tourné la tête vers mon mari, furieuse. Il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Encore une fois. Lui, convaincu que ça n'aurait rien changé, haussait les épaules. On a débattu, on s'est disputé, et cette querelle a occupé le reste du trajet jusqu'à la maison. Mais une fois arrivé, une sensation étrange m'a envahi. Un poids, une certitude oppressante que quelque chose n'allait pas. J'ai couru jusqu'à notre répondeur, sentant mon cœur s'emballer. Mais aucun message. J'ai poussé un soupir de soulagement, peut-être que c'était juste mon imagination. Les tensions se sont apaisées, on a fini par se dire pardon. La vie continuait. 2 heures plus tard, le téléphone a sonné alors que j'étais en train de lire une histoire à notre fille. J'ai crié à mon mari de prendre le message, sans trop y prêter attention. Quelques instants après, il est monté à l'étage, le visage blême. « Je suis désolé. » J'ai pris le téléphone en tremblant. De l'autre côté, ma grand-mère pleurait. Ma sœur venait d'être tuée dans un accident de voiture, elle n'avait pas sa ceinture. Ce qui nous a glacés, c'est d'apprendre que l'accident avait eu lieu pratiquement au même moment que le nôtre. Une différence de quelques minutes, peut-être. Je me suis souvent demandé s'il y avait eu un choix ce jour-là. Elle ou moi. Comme si une balance invisible avait pesé nos destins, et que, d'une manière que je ne comprendrai jamais, la vie avait décidé. Ma famille a failli perdre 2 filles de la même façon, au même instant. Et même après toutes ces années, je n'arrive toujours pas à comprendre comment nous avons survécu. L'été dernier, un ami et moi revenions d'un voyage de fin de semaine et roulions sur une route de campagne. Il était entre 1 et 2 heures du matin, et à cette heure-là, il est rare de croiser d'autres voitures sur ce genre de route. Pourtant, au loin, nous avons commencé à rattraper un véhicule noir. Ce type roulait à bonne allure, et franchement, on était content de pouvoir le suivre. Rien de pire que d'être seul sur une route vide en pleine nuit. Pendant environ 20 minutes, nous sommes restés derrière lui, traversant une petite ville sans incident. De l'autre côté du village, un feu rouge nous a brièvement ralentis. Quand il est passé au vert, le type a repris sa vitesse presque instantanément, beaucoup plus vite que nous. Mon ami n'était pas prêt à pousser autant. L'autre voiture roulait facilement à 130 km/h dans une zone limitée à 90, et on a décidé de ne pas tenter de suivre à cette vitesse. Mais alors qu'il était à environ 200 mètres devant nous, ses feux arrière ont disparu. Pas comme s'il avait tourné.
Pas comme s'il avait disparu derrière une colline, il avait juste disparu. Nous connaissions bien ce tronçon de route. Aucune intersection, aucun chemin secondaire, pas de relief qui aurait pu cacher la voiture. Il aurait dû être là, visible, mais il n'y avait plus rien. L'adrénaline a pris le dessus. Mon ami a appuyé sur l'accélérateur, poussant sa voiture à fond. On est monté à 170 km/h, roulant ainsi pendant plusieurs minutes. Mais peu importe combien nous avons cherché, il n'y avait plus de voiture noire devant nous. Une route parfaitement droite, une visibilité impeccable, et aucune trace du véhicule que nous avions suivi pendant plus de 20 minutes. Nous avons fini par ralentir, l'air tendu, silencieux. Puis mon ami a soufflé, on est d'accord qu'il n'y avait aucune route où il pouvait tourner. J'ai juste hoché la tête. On n'a pas parlé du reste du trajet, mais même aujourd'hui, je sais ce qu'on a vu, et surtout, ce qu'on n'a pas vu. Quand ma sœur et moi étions enfants, nous jouions devant la maison, juste à côté de la boîte aux lettres. Nos parents nous surveillaient depuis la fenêtre du salon, une scène banale d'un après-midi ordinaire. Rien, en apparence, ne laissait présager quoi que ce soit d'inhabituel. Pourtant, ma mère a soudainement demandé à mon père de nous faire rentrer. Il n'a pas réagi tout de suite, haussant les épaules devant son inquiétude soudaine. Elle a insisté, de plus en plus pressante. Il a voulu savoir pourquoi, mais elle n'a pas répondu, son angoisse montant d'un cran. Puis, sans prévenir, elle s'est levée, résolue à venir nous chercher elle-même, malgré le fait qu'elle était à quelques jours à peine d'accoucher de notre plus jeune sœur. Mon père l'a retenue, surpris par son empressement, et a fini par céder. Il est sorti et nous a appelés. Sans poser de questions, nous avons obéi et sommes rentrés dans la maison. À peine une minute plus tard, un véhicule est arrivé à toute allure, filant comme une ombre sur la chaussée avant de s'écraser violemment contre notre boîte aux lettres. L'impact l'a réduite en miettes. Si nous étions restés là ne serait-ce que quelques instants de plus, il n'y aurait eu aucune échappatoire. Depuis, mes parents évitent d'en parler. Il y a quelque chose d'indicible dans cette histoire, un malaise qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ma mère ne sait pas pourquoi elle a ressenti ce besoin irrépressible de nous faire rentrer à cet instant précis, ni d'où lui est venue cette certitude soudaine. Mais ce jour-là, elle a su. Et nous sommes encore là pour en témoigner. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.